Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Bousquet, créateur de Pédagovie, pour une discussion passionnante sur les neurosciences et leur impact sur l'éducation. Au cours de cet échange par Zoom, nous allons plonger dans le monde fascinant du cerveau et de l'apprentissage. Nous aborderons des sujets essentiels tels que les neurosciences et leur application en pédagogie, les neuromythes les plus répandus et comment les déconstruire, l'importance de la lecture dans le processus d'apprentissage, le rôle crucial des pauses pour optimiser la concentration et la mémorisation. Mais ce n'est pas tout. Nous mettrons également l'accent sur des notions toutes simples et facilement applicables qui peuvent transformer votre approche de l'apprentissage. Que vous soyez enseignant, étudiant ou simplement curieux, vous découvrirez des astuces concrètes que vous pourrez intégrer immédiatement dans votre quotidien. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à enrichir vos connaissances avec des idées accessibles et efficaces lors de cette discussion captivante avec Guillaume Bousquet. Bonjour, je m'appelle Michael et j'enseigne en Suisse romande. Sur cette chaîne YouTube et sur le site internet qui correspond, enseigner.org, je vous partage ce que je vis, ce que j'apprends, ce que j'espère. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je reçois un invité par caméra interposée. C'est beau quand même la technique, surtout quand ça marche. Guillaume Bousquet, professeur de français devenu formateur d'adultes, mais il se présentera lui-même. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Premièrement parce que c'est difficile de couper une conversation. Ensuite parce que les rebondissements sont nombreux et qu'enlever une part des informations crée facilement un trou de compréhension. Mais j'ai également pensé à ceux qui sont assommés de voir une durée proche d'1 heure sur une vidéo YouTube. La vidéo est chapitrée et, à moins que vous ne désiriez l'écouter comme un podcast, vous pouvez choisir les thèmes qui vous parlent le plus. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu comment t'en es arrivé aux neurosciences, à pédagogie, alors qu'à la base, tu étais un enseignant comme nous. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette bretelle de changement de vie? Alors, c'est au bout de 10 ans d'enseignement que j'ai pris cette bretelle de changement de vie, après avoir enseigné pendant 10 ans comme professeur de français dans le secondaire. J'avais, comme tous les enseignants, plein de situations énigmatiques ou pas de réponse sur les difficultés de mes élèves. Et j'ai découvert, alors on va dire, c'est un petit peu très, sans que ce soit une volonté de ma part, mais j'étais chez des amis, je suis tombé sur un livre de Elisabeth Nuyts-Vaillé qui parlait justement des apprentissages fondamentaux, lecture, écriture, orthographe, grammaire, langage, calcul. Et ça a été pour moi je dirais pas une révélation, mais ça a été un gros changement dans ma vie professionnelle parce que j'ai eu des éclairages importants, j'ai eu des réponses à des situations que je rencontrais en classe et ça m'a mis le pied à l'étrier finalement sur les questions pédagogiques et sur les apprentissages et ce que moi je pouvais mettre en place pour pouvoir aider les élèves en difficulté et pas juste faire mon programme classique. Ça a été vraiment le point de changement en 2013. J'étais alors papa de 5 enfants, j'habitais en Alsace. Ça a été une étape vraiment importante dans ma vie et cette période en Alsace a été marquée après m'être formé en fait avec Madame Lutz pendant 2 étés, après avoir mis en place des choses dans mes classes en cours de français, expérimenté des outils découverts en formation avec Madame Lutz et puis après avoir aussi mis en place l'accompagnement individuel avec des enfants qui avaient soit des difficultés diagnostiquées, soit pas diagnostiquées, peu importe. Mais voilà, je faisais cet accompagnement-là petit à petit. Je me suis lancé aussi avec le soutien de Madame Lutz qui me permettait par téléphone de pouvoir préciser mon accompagnement et elle me formait par téléphone. C'était vraiment une période très, très intéressante. Et ça c'est un petit peu clôturé cette période-là en 2016 par le décès de mon épouse qui est décédée brutalement. Je me suis retrouvé veuf avec mes 5 enfants et évidemment j'ai arrêté d'enseigner à ce moment-là, je me suis mis en arrêt. J'ai arrêté l'accompagnement individuel, j'ai tout arrêté ce que je faisais. J'avais déjà commencé à donner quelques formations sur temps libre aussi dans certains réseaux pour commencer à transmettre un petit peu ces outils-là. Tout s'était arrêté.
Et puis en même temps, tout s'est pas arrêté évidemment dans mon cœur par rapport à tous ces outils que j'avais découverts, mais il y avait une réalité familiale, une réalité personnelle aussi. Et quand j'ai eu l'énergie de repartir en 2018, l'énergie d'une part et aussi la possibilité parce que j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma nouvelle épouse, je me suis marié il y a 3 ans, eh bien voilà, les chemins de vie ont fait que je me suis retrouvé à créer mon activité, à ne pas reprendre l'enseignement. Ma réflexion était simple, hein, c'est après tout ce que j'avais vécu, il était temps de partir sur quelque chose qui faisait encore plus sens pour moi, l'enseignement, quelque chose que j'aime énormément. Et j'avais vraiment à cœur de transmettre particulièrement tous ces outils-là, qui n'étaient pas des outils, on va dire, comment dire, que je maîtrisais complètement. Ça faisait 3 ans, 4 ans que peut-être presque 5 ans que j'avais découvert, donc j'avais petit à petit découvert un certain nombre de choses, mais j'avais envie de me consacrer, voilà, consacrer à cette recherche-là, à cette expérimentation, et ensuite à la transmission. Et c'est comme ça que j'ai lancé Pédagovie, et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement du cerveau, et donc aux neurosciences, qui ouvrent un champ énorme finalement. Les neurosciences cognitives, les neurosciences sociales et affectives, c'est énorme. Il y a plein de choses à découvrir, il y a tellement de publications qui existent, de recherches, de découvertes, qu'on n'en a jamais vraiment fait le tour, et en plus ça évolue en permanence. Donc je me suis passionné pour tout ça, et c'est comme ça que j'ai lancé Pédagovie. Merci beaucoup. Un chouette chemin de vie et puis surtout un rebondissement intéressant sur un élément de la vie qui n'est pas évident, mais qui permet de faire des pauses et puis de réaligner. Moi, je retiens ce que tu disais, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Et puis là, c'est plutôt que toucher 20 élèves à la fois, en touchant 20 profs, tu peux toucher 400, 500 élèves d'un coup. Et puis ce passage à la formation d'adultes, tu as terminé avec un gros mot. Je dis toujours à mes élèves, ce n'est pas des insultes, mais c'est des gros mots quand même, cette idée de neurosciences. Alors les neurosciences, j'ai l'impression que certaines fois, c'est un peu l'argument pour dire que tout ce qui était avant était mauvais, que maintenant c'est ça. Et puis après, on parle des mythes en neurosciences et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vision des neurosciences? C'est intéressant la façon dont tu formules les choses, parce qu'en effet, les neurosciences, et je le dis souvent, finalement viennent d'abord confirmer de nombreuses intuitions et même de nombreuses expérimentations, et parfois même de nombreux concepts déjà développés, déjà existants. Je vais penser par exemple, l'exemple est assez simple finalement, c'est la pédagogie Montessori. Maria Montessori avait compris des choses que les neurosciences sont venues tout simplement confirmer sur l'importance du développement sensoriel de l'enfant, dans la petite enfance notamment, l'importance du mouvement, l'importance d'utiliser le mécanisme de répétition, refaire plusieurs fois par exemple. Voilà. Donc les neurosciences, en effet, c'est aussi on s'en fait toute une représentation, on imagine toujours des grosses machines. Alors oui, depuis quelques années, il y a l'imagerie médicale qui aide aussi à la recherche, ça c'est certain. Mais ce n'est pas que ça, les neurosciences, c'est aussi parfois simplement des mises en situation avec des groupes témoins, des groupes d'observation, et donc on va comparer, on va voir comment les personnes réagissent. C'est pas que des machines, c'est beaucoup aussi de mise en situation, d'expérimentations qui sont faites avec des personnes, pour le coup. Alors il y a aussi toute la recherche avec les animaux en laboratoire sur certains aspects, ça c'est aussi toute une autre question. Les neurosciences, pour moi, c'est un merveilleux outil pour comprendre comment fonctionne le cerveau, et en tout cas avec ce que l'on a aujourd'hui comme possibilité et ce qu'on a comme compréhension du cerveau. C'est un champ extraordinaire parce que c'est assez nouveau quand même, parce que on comprend des choses qui finalement sont de l'ordre du bon sens, mais qui sont appuyées scientifiquement avec des études et avec des observations parfois aussi en termes d'imagerie médicale. Voilà, on va pouvoir voir comment ça se passe dans le cerveau, et ça vient juste dire, mais oui, en fait, c'est logique, oui, c'est le bon chemin, ou alors oui, cette façon de faire, elle n'est pas pertinente parce que il y a un certain nombre de résultats d'études qui nous montrent que on n'arrive pas à quelque chose de juste. Et ça vient poser la question des neuromythes.
Ça, pour moi, c'est à la fois intéressant et en même temps un risque aussi des neurosciences, c'est d'en arriver à dire voilà ce que vous devez penser. Bon, voilà, c'est un peu le risque à mon sens. Les neuromythes consistent à dire il y a des formes de croyances finalement scientifiques et qui sont appliquées d'ailleurs souvent dans le champ pédagogique. Par exemple, un des neuromythes va être de dire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et bien, les neurosciences, les études ont montré que ce n'est pas vrai, qu'on utilise en permanence tout notre cerveau et pas juste 10%. Et alors évidemment, en fait, on utilise, la réalité, c'est qu'on utilise peut-être que 10% de notre potentiel cognitif, mental, cérébral, etc. Ça, c'est peut-être plus juste. Voilà, donc il y a besoin de réajuster en effet. Et le postulat de base de ces neuromythes parfois est discutable. Donc moi, je suis pas fan des neuromythes. C'est intéressant de les connaître et surtout intéressant de lire les études pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qui a voulu être démontré ou contredit finalement. Voilà, tout le but pour moi, c'est de rester dans une forme d'humilité aussi, et que la science reste dans une forme d'humilité. Il y a quelques siècles, on a tué des gens parce qu'ils disaient des choses comme quoi la Terre était ronde, par exemple, et puis finalement la Terre est bien ronde. Aujourd'hui, on va dire dans certains neuromythes, non, ça ne fonctionne pas, et peut-être que on découvrira qu'en fait, si, mais qu'on n'avait pas pris le bon angle d'attaque. Donc voilà, je pense qu'il faut être sage, il faut à la fois s'en inspirer. Enfin, les neurosciences sont vraiment une source d'information intéressante. Il faut garder une forme de distance et d'analyse critique. Et puis par rapport comment dire, aux neuromythes, eh bien pareil, aller lire vraiment de quoi il s'agit réellement. Et puis pareil, garder une forme de distance critique parce que l'expérience aussi est très intéressante. Par exemple, dernièrement, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que, rien à voir avec la classe en elle-même, mais qui ont montré par exemple que le sucre n'a pas forcément d'impact sur l'excitation, sur l'agitation d'un élève. Et puis pourtant, il y a énormément de constats d'adultes, d'enseignants, de parents qui se disent mais après ingestion de quelque chose de sucré, il y a quand même un comportement qui relève de l'agitation. Voilà. Donc, c'est juste un exemple pour dire, voilà, gardons aussi notre capacité d'analyse, notre capacité d'analyse critique, d'observation et de réflexion. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Ce que j'apprécie beaucoup, et c'est ce que j'ai vécu avec un de tes enseignements, c'est cette idée, quand on t'entend présenter des éléments issus des neurosciences, c'est « mais je le savais en fait ». Je savais que ça ne marchait pas, ou je savais qu'il fallait autre chose, ou oui. Ouais, c'est comme si on sentait quelque chose avec notre intuition, et puis que ce que tu nous enseignes à partir des neurosciences, en fait, ça vient confirmer ça, ça vient donner, si on savait que ça ne marchait pas, ça vient donner des pistes qui pourraient marcher. Tout à fait. Et puis ça vient aussi confirmer certaines choses peut-être un peu bizarres qu'on fait déjà parce qu'on sent que ça devrait aller comme ça. Et puis finalement, on a d'abord expérimenté, puis après on a les bases théoriques qui montrent que effectivement, voilà. C'est comme ça que ça va. Donc tu es un ancien enseignant de français. Donc je pense que tu as surtout exploré les neuromythes au niveau de l'enseignement du français, fonctionnement de la langue, la grammaire, l'orthographe, et puis on sait qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, nous donner 3-4 pépites que tu as découvertes où en général on fait comme si, mais en fait à partir des neurosciences, on devrait plutôt faire comme ça, quoi. Et je pense à un effet, à une recherche et des études qui ont été faites, par exemple sur le fait que quand on fait des pauses, il a été découvert assez récemment que quand on fait travailler quelqu'un, un groupe, et qu'après on lui demande d'arrêter de travailler, eh bien ils ont observé que le cerveau est 10 fois plus actif quand il ne fait rien que quand il était en train de travailler. Ce qui est complètement contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire mais non, je suis en train de travailler donc mon cerveau forcément active des neurones et une fois que je m'arrête, il y a moins de zones activées donc forcément il est moins actif. Eh bien non, ça c'est vraiment une découverte que je trouve passionnante pour tous les enseignants pour le coup, quelle que soit la matière, pas seulement en français pour le coup, mais et quel que soit le niveau, même pour des étudiants. Même pour des gens qui travaillent chez eux, des professionnels, bref, pour tout le monde, tous ceux qui sont dans l'activité intellectuelle, cognitive, eh bien, c'est une leçon extraordinaire, c'est que quand je m'arrête, mon cerveau est beaucoup plus actif. Et si je veux
bien utiliser mon potentiel cognitif, mon potentiel intellectuel, si je veux donner le meilleur de moi-même en termes de réflexion, d'analyse, de mémorisation, etc., j'ai intérêt à faire des pauses. Parce que c'est quand je ne fais rien que que je laisse mon cerveau être très actif, c'est-à-dire en fait, ça veut dire quoi que le cerveau est plus actif? Ça veut dire que le cerveau va faire des connexions, va multiplier les connexions, ce qu'il ne peut pas faire quand il est sollicité dans un apprentissage spécifique. Parce que quand il est dans un apprentissage, il y a certaines zones qui sont sollicitées et les autres n'ont pas loisir de se manifester parce que l'énergie cérébrale est orientée de manière très spécifique. Quand je ne fais rien, alors là, c'est un petit peu, on pourrait prendre l'image de dire c'est la fête, le chat n'est pas là, les souris dansent, le cerveau va faire des connexions et donc il va faire des connexions entre ce que je viens de découvrir, de travailler, etc. et toutes les autres zones du cerveau. Donc plus je fais de pauses, en tout cas plus je prends soin de mon rythme de travail et meilleur sera mon rendement, mon efficacité, etc. Et ça vient questionner plein de choses parce qu'aujourd'hui, pour donner beaucoup de formations, qu'est-ce que la plupart des gens font quand on dit bon allez 15 minutes de pause? Qu'est-ce que font la plupart des gens? On prend le téléphone et on va aller consulter ses mails, consulter ses messages, ses notifs, etc. On va sur les réseaux sociaux, bon voilà. Donc on n'est plus en pause. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aussi? Alors je dis c'est facile, hein, comme ça c'est plus simple, mais aujourd'hui ce téléphone va aussi s'inviter aux toilettes par exemple. Ça paraît tout bête, mais s'il y a bien un endroit où traditionnellement nous ne faisons rien, c'est aux toilettes. En tout cas, rien d'intellectuel. Dans la douche aussi, le matin, qui n'a jamais expérimenté le fait que quand je prends ma douche, eh bien, tout d'un coup, j'ai des idées qui me viennent. Ou alors, ah oui, c'est vrai au fait. Pourquoi? Parce que je suis en mode complètement automatique. Se laver ne demande pas de réfléchir. En tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas de souci de motricité, de coordination, qui n'a pas de handicap particulier. Donc, j'ai des idées qui peuvent venir. Eh bien, c'est pareil dans plein de situations de quotidien qui sont de plus en plus affectées et un petit peu polluées, parasitées par toute la technologie et le fait que les écrans nous accompagnent partout, par exemple. Donc ça a plein d'applications concrètes sur comment je peux, notamment en classe, favoriser des petits moments où les élèves vont ne rien faire dans le but que ce qu'ils viennent de découvrir, ce que je viens d'expliquer, puisse s'ancrer finalement d'un point de vue neuronal et puis devenir rester quoi finalement en termes de rétention. Voilà, une application passionnante. C'est hyper pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement la douche, j'avais même déjà été chercher sur internet pourquoi mes meilleures idées viennent sous la douche. Voilà. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, c'est que c'est un moment où on n'a pas de productivité, on ne s'attend pas à quelque chose. Voilà. Donc c'est là que les idées viennent. Et puis, je suis Mathieu Desroches qui s'occupe d'enseigner l'organisation à des managers, etc. Et puis, dans mon projet Maître de son temps, je reprends ces idées et je les applique à l'enseignant. Et un de ces derniers podcasts, c'était « Pourquoi faire des pauses est si important ?» Donc, c'est exactement ça, pas seulement pour nos élèves, mais pour nous, en fait, pour moi, le seul moment où vraiment je ne fais rien d'intellectuel, c'est sur mon chemin pour aller à la gare, prendre mon train pour aller enseigner. Et en fait, souvent, j'ai envie d'enregistrer tout ce que je pense à ce moment-là parce que le cerveau, il est en roue libre et que je n'ai pas une productivité ou une réponse à donner à une question spécifique et que c'est là que j'ai plein d'idées et je m'interdis d'écouter des podcasts pendant ces temps-là parce que c'est le seul moment de ma journée où en fait, je n'ai pas d'objectif de pensée et c'est très intéressant parce que ça remet indirectement en cause ou ça complète l'idée que le cerveau humain fonctionne bien quand il a un objectif, quand il est concentré sur quelque chose et là en fait il fonctionne très bien quand il n'y a rien et quand on enlève tout ce qu'il pourrait avoir et forcément les écrans et effectivement qui n'a jamais regardé son smartphone aux toilettes. Voilà, exactement. Et puis, il y a plein de petites choses comme ça dans le quotidien où on peut se poser la question de est-ce que c'est pertinent finalement d'écouter, de regarder quelque chose alors qu'en fait mon cerveau a besoin de pause. Il y a un professeur à l'université de Caen, je crois, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le mode par défaut, qui est finalement une traduction neuroscientifique de l'ennui d'un point de vue cérébral, c'est-à-dire ce moment où justement parce que je ne fais rien, mon cerveau va pouvoir faire des connexions et il va même aller jusqu'à dire que si je favorise ces temps de mode par défaut, donc ces temps d'ennui ou de non-stimulation, je favorise la construction de ce qu'il appellera ma propre autobiographie.
C'est-à-dire que si je laisse le temps à mon cerveau de faire des connexions, alors il va ancrer des souvenirs. Il va ancrer ce qui a été vécu. Et les souvenirs vont pouvoir s'ancrer de manière plus profonde. Si je ne laisse pas le temps au cerveau de faire ça, alors je perds une partie de mon histoire. Et donc, c'est mon autobiographie qui, petit à petit, se délite et qui fait que je ne suis plus ancré sur vraiment le vécu, sur la réalité, mais je reste dans des choses totalement superficielles et tout est incomplet finalement. Donc, c'est intéressant comme regard aussi voilà, sur cet aspect du mode par défaut. Ça, c'est vraiment une application des neurosciences qui est intéressante. Et que j'ai plaisir à partager ici. Ah oui. Voilà. Sinon, une autre application au niveau des neurosciences qui est pertinente, par exemple, je réfléchissais, alors bon, si on revient sur l'orthographe, par exemple, si on revient sur quelque chose de peu plus didactique qui concerne un petit peu tout le monde, l'orthographe, c'est vrai que un peu traditionnellement, depuis pas mal de temps, eh bien, les enseignants vont répondre à un élève qui pose la question Monsieur, Madame, ça s'écrit comment? Eh bien, la réponse la plus souvent donnée, c'est ça s'écrit comme ça s'entend. Sous-entendu que, en fait, moi, dans ma tête, c'est logique, donc je l'entends et ce que j'entends, c'est ce que j'écris, et tu devrais pouvoir faire la même chose. Et en fait, c'est parce que nous sommes des experts, c'est parce que l'enseignant est un expert en orthographe, la plupart du temps, et donc ce qu'il entend, généralement, il va aussi le voir en termes d'image mentale, et il va associer ce qu'il voit, le mot qu'il voit dans sa tête, plus ou moins consciemment, la plupart du temps, c'est assez inconscient, et ce qu'il dit verbalement. Sauf que pour un jeune enfant ou pour un élève jusqu'à, on va dire, au moins 14-15 ans, peut-être même plus aujourd'hui, on pourrait dire, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'à 15 ans, un élève soit expert en orthographe. En tout cas, je ne suis pas sûr que tous les élèves aient les bonnes bases en orthographe à 15 ans. Donc, pour un élève qui entend ça, eh bien, ça ne lui donne aucune réponse parce que il ne voit pas, lui, il n'a pas les bons codes encore, il n'a pas développé ce que j'appelle la conscience orthographique. Et il y a, pour revenir aux neurosciences, il y a des études qui ont montré que la performance orthographique ne dépend pas de ce que j'entends, donc de l'entrée phonologique, mais dépend essentiellement de l'entrée visio-morphologique, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de ce que je vois finalement, de l'orthographe visuelle. Et justement, il faut que j'ai une image mentale, il faut développer chez les élèves l'image mentale de l'orthographe plutôt que de développer ou seulement l'entrée phonologique. Si je n'axe que sur l'entrée phonologique, alors j'ai un souci. Parce que la langue française, notamment, alors là évidemment je parle de cette langue, mais il y en a d'autres, n'est pas une langue transparente, comme le serait le turc par exemple, qui est complètement transparent, mais la langue française n'est pas une langue transparente. La langue anglaise, évidemment non. La langue allemande l'est un peu plus transparente que le français, mais pas complètement, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis le problème de cette réaction, qui est un petit peu spontanée, c'est écrit comme ça s'entend, c'est évident, bateau, écrit le bateau, sauf qu'en fait, le son O, tu peux l'écrire de plein de manières. Il y a des mots où il y a 2 T pour faire le son T, etc. Même le son A peut s'écrire de différentes manières que simplement avec un A, comme quand je vous dis, un doigt. Voilà, et pourtant il n'y a pas de A dans le mot doigt. Bref, toujours est-il que si je dis cette réponse-là, eh bien, je fais passer aux enfants l'idée que l'orthographe se devine avec ce que j'entends. Or, l'orthographe est un code, et un code, ça ne se devine pas. Sauf les grands spécialistes qui se font comment dire, j'imagine au niveau de l'armée notamment, qui vont aller chercher à découvrir les codes des armées ennemies. Là, ça demande un niveau très spécifique et ce sont des gens qui ont déjà appris énormément de codes par cœur. Voilà, donc tout ça pour dire qu'un code ne se devine pas. Un code, ça s'apprend. Donc l'orthographe, ça se transmet. L'orthographe, ça s'apprend et ça ne se devine pas. Ça veut dire que quand un enfant apprend l'orthographe, quel que soit son âge, c'est-à-dire qu'il y a l'orthographe usuelle, mais il y a aussi toute l'orthographe spécifique liée à un vocabulaire
en lien avec un domaine d'apprentissage, voilà, en technologie, en français, en maths, on a des termes spécifiques, eh bien ces mots-là doivent être transmis et on ne doit surtout pas penser qu'on peut deviner l'orthographe. Et ça implique énormément de choses parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves apprennent en parlant, enfin, vont redire, réciter à l'oral leurs leçons, par exemple, mais ne l'ont pas passé par écrit. Et quand ils vont se retrouver dans le contrôle, en évaluation en classe, eh bien, l'orthographe des mots ne sera pas du tout convoquée. Ou alors, les enfants vont apprendre, les élèves vont souvent apprendre en regardant leurs cours, hein, ils vont visualiser leurs cours, mais comme ils ont rarement développé leur conscience orthographique et qu'on n'a pas mis l'accent sur l'orthographe des mots, eh bien, ils vont retenir peut-être en superficie certaines idées, mais l'orthographe vraiment va passer au dernier plan. Ce qui fait que le prof va s'arracher les cheveux parce que aucun des mots du cours, finalement, n'est correctement orthographié ou très peu. Mais si je te dis, mais en fait, moi, je suis pas du tout visuel, je suis auditif. Alors, peut-être qu'on est déjà dans un neuromythe. Là, moi, je vois des élèves, quand ils copient ne fût-ce que l'agenda, donc journal de classe, chez nous, du tableau au cahier. Donc, au tableau, c'est écrit avec la bonne orthographe. Dans le cahier, je retrouve les sons, mais pas les lettres. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider dans ce cas-là? Alors, déjà, par rapport au auditif, visuel, c'est un neuromythe et ce n'est pas un neuromythe. Donc, c'est très important parce qu'on dit souvent que le neuromythe, c'est de dire auditif, visuel, kinesthésique, c'est un neuromythe. Non, c'est pas un neuromythe de dire qu'il y a des auditifs, des kinesthésiques et des visuels. Ce qui est un neuromythe, c'est de dire que si j'adapte ma pédagogie pour les auditifs, puis une autre pédagogie pour les kinesthésiques et pour les visuels, alors là je fais erreur parce que rien ne montre que ça a été efficace. Donc ça, c'est déjà pour corriger le neuromythe numéro 1, parce que souvent on entend ça. Au contraire, cette étude de ce neuromythe repose sur le fait que oui, les profils existent, il y a différents profils, et je parlais tout à l'heure de l'expérience. Quel enseignant ne peut pas dire, après avoir passé une année avec une classe, ah ben oui, mais en fait, lui, clairement, il ne fonctionne pas de la même manière que lui. Tel élève ne fonctionne pas de la même manière. Cet élève-là, il suffit qu'il entende l'information et c'est bon, il est capable de la restituer de manière très correcte, il a compris, etc. Alors que tel autre élève, non, il a vraiment besoin de se mettre à l'écrire. D'autres, il a besoin d'avoir un schéma. On voit vraiment des différences chez certains élèves. Donc ça, c'est une première chose. Pour préciser ça, il y a à la fois le neuromythe, il y a à la fois vraiment ce que dit le neuromythe, et puis il y a l'observation qui nous montre que oui, nous sommes différents et il y a des profils différents. Maintenant, par rapport à la problématique de l'enfant qui voit et qui finalement ne restitue que les sons, eh bien, il va falloir développer sa conscience orthographique. Il va falloir aider cet enfant à justement, pour reprendre les études qui ont été faites, à focaliser finalement son attention sur l'aspect morpho-visuel du mot, des mots. Et pour ça, il y a des techniques, moi je propose dans la formation orthographe par exemple, qui vont permettre de développer ça chez les enfants, ce que j'appelle la conscience orthographique. Habituer les élèves à voir réellement, à prendre conscience, pas juste à voir, mais c'est à voir consciemment, c'est finalement, donc, si je joue sur les termes, à regarder le mot, pas seulement à le voir, mais à le regarder. Tout comme il y a une différence entre entendre et écouter aussi. Donc c'est-à-dire d'avoir un geste d'attention sur l'orthographe du mot. Et moi, j'utilise une technique que j'appelle la technique de la cible, qui consiste à apprendre aux élèves, donc en utilisant l'image d'un arc avec une flèche, ou d'un viseur, hein, voilà, eh bien je vais aller, à chaque fois que j'ai un mot qui est un mot important, alors j'imagine au collège, dans le secondaire, un élève qui doit apprendre un terme de français, je sais pas, je pense au mot didascalie par exemple, voilà, c'est un mot particulier, eh bien je vais inviter à ce qu'il porte son attention sur les particularités du mot. À quoi faut-il faire attention dans ce mot? Donc je vais lui dire, c'est comme si tu avais un viseur, et où est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes tout? Si tu regardes tout, il y a trop de lettres. Ton cerveau ne peut pas tout prendre comme ça. Donc tu regardes à quoi il faut faire attention, et une fois que tu l'as regardé, eh bien, tu vas cacher le mot et tu vas revoir le mot dans ta tête. Et tu vas sentir que c'est juste. Et tu vas sentir que c'est juste. C'est-à-dire que quand tu le revois, tu dis « Ah oui, c'est bon, ça ressemble. Je vois l'image du mot, je vois le mot écrit. Ça ressemble en effet exactement à ce que j'ai vu. » Et je revois les particularités. J'avais vu que dans didascalie, c'est par exemple le IE à la fin, le E final,
par exemple, ou le SC, le didasque, voilà, qui s'écrit SC, eh bien, je le revois dans mon image mentale. Mhm. Après, il y a plein d'enfants qui ont des difficultés aussi à voir, à focaliser sur leur image mentale, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ouais. Voilà, ça c'est un autre travail qu'il y a à faire en amont et puis qui s'explique aussi par des habitudes sociétales que nous avons, notamment celle de lire de lire des histoires aux enfants avec beaucoup d'images. Alors ça concerne peut-être pas les enseignants du secondaire, plutôt les enseignants du primaire, voire de la maternelle, donc voilà, j'ai envie de dire du 0-6 ans. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à lire des histoires avec beaucoup d'images, et ce qui vient affecter terriblement en fait la capacité d'évocation chez les enfants. Et je conseille fortement, d'ailleurs ce sera le thème d'un article que je mettrai sur mon blog pedagogie.fr prochainement, c'est sur l'importance de lire des histoires aux enfants sans images. Ce qui ne veut pas dire que l'album c'est pas bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire, il ne faut pas qu'il y ait d'images. C'est bien d'avoir des albums, des beaux albums, et à ce moment-là, on peut travailler sur l'illustration, sur les couleurs, etc., les choix d'illustration. Mais c'est deux choses différentes. Et j'encouragerais beaucoup les parents, les enseignants notamment, qui lisent des histoires en classe, à le faire sans montrer les images. Ça, c'est un peu révolutionnaire chez les enseignants, parce qu'on a tellement l'habitude, même chez les parents, tellement l'habitude d'avoir le livre avec énormément d'images que ça demande un petit peu de comprendre bien pourquoi, et puis de trouver des outils pour le faire. Oui, ça, tu en avais parlé dans une des formations ce printemps. Et donc, j'ai relancé l'idée de lire des livres à mes élèves chaque semaine. Donc, le mardi matin, après la routine d'introduction, j'ai ce temps de lecture. Et en fait, c'est une lecture où je ne montre pas les images, où j'ai expliqué, et je réexplique souvent aux élèves quels sont les objectifs, c'est qu'ils puissent se faire eux-mêmes le film de l'histoire, qu'ils puissent faire travailler leur imagerie mentale. Et donc, en général, 1 ou 2 fois dans l'histoire, je m'arrête et puis je leur demande, mais ce personnage ou ce décor, mais en fait, comment vous l'avez imaginé? De quelle couleur est sa robe, son chapeau? Quelle couleur est le toit du château? Pour leur permettre d'exprimer les choses, les forcer un petit peu à faire le travail, voir qu'en fait, à partir de la même histoire, on peut avoir plein d'imageries. Et puis, parfois, je leur montre l'image que l'auteur a imaginée, pas parce que c'est vrai ou faux, mais ça leur donne une idée. Parfois, même si on a 5-10 minutes après l'activité, je leur demande en fait de dessiner un élément de l'histoire pour qu'ils puissent justement mettre en œuvre toute cette imagerie mentale. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors c'est pas toutes les histoires, c'est pas tout le temps, et puis on a aussi énormément d'histoires qui sont en fait en vidéo, donc où en fait ils ont tout le film qui est déjà montré, et d'avoir ce travail-là, c'est un petit peu retourner au noir et blanc alors qu'on avait le Visiocolor et tout le reste. C'est ça. Et là, clairement, les neurosciences vont abonder dans ce sens sur l'importance de favoriser l'évocation, notamment chez les enfants. Et comme tu dis, c'est cette impression de revenir au noir et blanc. Et j'aime bien faire revenir les enseignants au noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y avait des bonnes choses dans les pratiques que nous avions, et que les enseignants et que les familles aussi, parce que il y a on voit des illustrations pas mal dans les tableaux et autres de familles qui sont réunies autour de la grand-mère, par exemple, qui lit une histoire, et qui a non pas un album avec plein d'images, mais qui a un recueil d'histoires avec de temps en temps une petite illustration de Gustave Doré, la fameuse célèbre. Et voilà, et à ce moment-là, on allait s'extasier devant l'image. Il y en avait une de temps en temps. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que des fois, il y a dans ce qui a été pratiqué pendant des décennies, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes, mais il y a des choses qui sont très pertinentes, et il faut savoir aller piocher ce qui est pertinent et ce qui l'est moins, pour pouvoir ensuite, aujourd'hui, faire des choix qui vont aider les élèves. Et avec la particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des élèves qui sont peut-être encore plus en difficulté au niveau des facultés cognitives, des facultés d'apprentissage, qu'il y a une 50aine d'années, pour diverses raisons sociétales. Voilà, là, ça c'est la réalité, tous les enseignants le constatent.
Il y a 10 ans, quand ils font le bilan, il y a 10 ans et aujourd'hui, clairement, il y a moins d'attention, plus de difficultés de mémorisation, plus de difficultés de compréhension des consignes, des énoncés, l'orthographe s'est dégradée, etc. Donc on constate évidemment cette réalité en termes de, voilà, clairement de baisse des facultés d'apprentissage et des bases finalement. Ça s'explique de plein de façons. Et aujourd'hui, il y a d'autant plus besoin de revenir à certaines clés comme ça de ce noir et blanc, de cette histoire sans les images, par exemple, pour éviter d'amplifier le phénomène actuel et de pouvoir aider vraiment les élèves à progresser. Tu dis qu'il y a toute une série de choses qui sont moins bonnes maintenant qu'avant, ce que je constate aussi. Est-ce que tu as aussi des éléments qui te semblent plus forts ou qui viendraient un petit peu équilibrer? Parce que je crois que c'est pas juste de dire qu'avant on était bon, maintenant ils sont mauvais. Mais est-ce que tu as pu rencontrer, ou peut-être que les neurosciences disent qu'en fait la génération de maintenant est meilleure dans d'autres domaines? Oui, elle va être meilleure dans d'autres domaines. Alors, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à travailler sur les difficultés. C'est vraiment là-dessus que j'ai l'habitude de discuter, c'est vrai. Les domaines où la génération est meilleure, je vais prendre le temps de réfléchir. Parce qu'il y en a, c'est évident. Il y en a, c'est évident. C'est vrai que j'ai tellement le focus sur les difficultés. Moi, j'ai un peu l'impression sur ce qui est collaboration, coopération, chercher ensemble et peut-être moins d'individualisme. Oui, en effet, il va y avoir cette tendance aujourd'hui qu'on va observer chez les enfants à peut-être davantage collaborer, à pouvoir être en effet plus en lien. Et ça, clairement, c'est le système aussi qui évolue positivement là-dessus. C'est que pendant de nombreuses décennies, les enfants travaillaient seuls avec leur support pour eux et on ne cherchait pas à faire travailler ensemble, on ne cherchait pas à faire collaborer. D'ailleurs, le travail à l'usine n'est pas un travail de collaboration. Hein. Un travail à l'usine, c'est chacun fait son travail, agit à un maillon dans la chaîne et c'est ce qui fait que tout fonctionne bien. Évidemment, nous sortons progressivement de cette représentation d'une part du travail, de l'industrie, mais aussi de l'école finalement, parce que c'est très en lien. Et donc, faire collaborer, c'est quelque chose qui est plus encouragé. Et d'ailleurs, les entreprises, hein, les chefs d'entreprise le disent, ce dont on a besoin, c'est de personnes qui savent collaborer, qui savent travailler ensemble. Alors, je dirais que dans un sens, on voit que c'est peut-être de plus en plus facile pour les élèves de le faire. Et en même temps, je vois parallèlement que les compétences psychosociales eh bien, ne sont pas toujours non plus un point fort dans notre génération. S'autoréguler, gérer ses émotions, savoir justement prendre l'autre en compte, voilà, pour n'en citer que quelques-unes, eh bien, d'un côté, oui, on a un système et on a une tendance, une société qui va plus vers ça, et en même temps, pour diverses raisons aussi, eh bien, c'est pas toujours des compétences qui sont bien développées chez les élèves. Donc il y a j'ai envie de dire, ce courant qui fait que oui, on va vers, mais on ne sait pas toujours comment bien faire pour travailler ensemble aussi. Et moi, j'entends souvent des enseignants qui me disent oui, alors quand je veux faire travailler les élèves en groupe, c'est compliqué parce qu'ils ne savent pas bosser ensemble, etc. Donc voilà, ça, c'est un petit. Je dirais qu'on est dans une période de transition pour ces compétences-là. Mais je pense que c'est comme s'ils étaient câblés pour, mais qu'ils doivent apprendre à le faire. Souvent, j'ai mes étudiants donc de la haute école pédagogique qui me disent on doit travailler en groupe, il faut faire travailler les élèves en groupe, mais comme n'importe quelle technique, ben, il faut qu'ils apprennent. Et moi, j'aime en début de 5e vaudoise, donc ça fait des CE2 français, je dis ben voilà, le travail de groupe de maintenant, vous êtes par 3 ou 4 et je les laisse dans les mêmes groupes pendant 8 semaines. Et puis après, ils changent de place et puis ils ont d'autres groupes. Mais c'est voilà, l'objectif, le résultat du travail fonctionnel, c'est tel document.
Et vous allez faire le travail, au début, je leur dis, vous allez le faire comme ça, c'est-à-dire que chacun donne son avis, et puis après, ensemble, vous allez mettre par écrit tout ce qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'on ne dit pas 2 fois la même chose, mais tout ce que quelqu'un a dit, on va le mettre par écrit. Et j'aime souvent leur faire commencer le travail de groupe, en fait, tout seul. Parce que sinon, c'est le leader qui va tout faire le travail, et puis il y en a un qui va se fâcher parce qu'il fait tout, et puis les 2 autres, ils sont contents parce que ça se fait. Et donc, si on travaille d'abord tout seul, en fait, on a du matériau à partager avec les autres pour pouvoir co-construire. Mais je dirais cette idée qu'effectivement, collaborer, c'est une force de nos élèves, c'est plutôt une force latente et il faut leur apprendre à l'utiliser comme toutes les compétences psychosociales. C'est ce dont on a besoin dans le monde actuel et futur, mais en même temps, il faut que ce soit quelque chose qu'on leur apprend parce que si c'est plutôt sous la forme d'un potentiel que d'une capacité innée et déjà développée. Oui, complètement. Complètement. Et finalement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que on est sur le côté de l'enseignement explicite. Tout doit être appris. Voilà, tout doit être appris, tout doit être transmis. Il y a rien d'inné finalement qui soit en pédagogie de la parole, qui est la base de toutes mes formations, quelles qu'elles soient, que ce soit sur le mouvement, sur l'attention, sur la lecture, l'écriture et autres. Eh bien, la pédagogie de la parole vient mettre en avant le fait que nous avons un mode inné qui est, en pédagogie de la parole, on appelle le mode intuitif, qui est un mode analytique en fait, un mode rapide, réflexe. Et puis il y a un mode qui est de l'ordre de l'acquis, et donc qui doit se construire, qui est le mode conscient, il s'appelle comme ça en pédagogie de la parole, qui est finalement un mode analytique, de réflexif, qui permet justement de pouvoir construire à long terme, alors que le mode intuitif construit à court terme. Et donc finalement, de manière innée, nous avons déjà des facultés qui nous permettent de rentrer dans l'apprentissage. Oui, mais ces facultés, elles sont innées et elles ont besoin de passer par les circuits, et vraiment là il s'agit de circuits neuronaux, des circuits neuronaux de l'analyse, de la réflexion, pour que ça puisse devenir solide, ça puisse devenir une bonne base. Donc ça veut dire qu'il faut transmettre. Il faut transmettre les clés. Si je ne transmets pas les clés de ce que je demande aux élèves, eh bien, je vais me confronter à ils vont se confronter à des difficultés et du coup, moi aussi, je vais avoir une difficulté pour atteindre l'objectif que j'aimerais qu'ils atteignent. Mmh. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour un travail de groupe, c'est valable pour... moi, il y a une chose qui me vient là, c'est combien de fois un enseignant a dit à ses élèves, bon, pour la prochaine fois, vous apprenez votre cours. C'est quoi apprendre? Ça veut dire quoi apprendre? Est-ce qu'il faut déjà, il faut préciser, c'est quoi? Est-ce qu'il faut savoir le reformuler, en reparler, ou est-ce qu'il faut le connaître par cœur? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais ces deux choses-là, déjà, eh bien, il faut transmettre aux élèves les outils pour soit apprendre par cœur, soit reformuler. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple. Mais combien de fois est-ce que nous donnons aux élèves des choses à faire? Nous demandons une consigne, nous demandons un travail, mais nous n'avons pas explicité le chemin par lequel il va falloir qu'ils passent. Et ça, c'est quelque chose de tout simple, mais une fois qu'on le met en place, eh bien, ça aide énormément les élèves, et ils en ont besoin, en fait. Ils ont besoin que nous soyons dans cette dynamique-là. Moi, quand j'étais enseignant, les dernières années, après avoir découvert justement Elisabeth Nuits et les outils qu'elle proposait, ma première séquence de cours de l'année, il y avait une partie sur relationner la confiance, créer un lien de confiance entre l'enseignant et les élèves, entre les élèves, entre eux. Ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est plus ma formation en discipline positive qui vient nourrir tout ce regard-là. Première chose. Et deuxième chose, c'était une séquence qui reposait sur les stratégies d'apprentissage. Vous allez devoir, tout au long de l'année, apprendre des choses. Soit apprendre par cœur, soit savoir reformuler, et répondre à des questions, notamment à l'écrit. Comment vous allez faire? Quelle technique vous allez utiliser? Et donc, je passais à peu près 15 jours sur une mini-séquence stratégie d'apprentissage. Et pour moi, c'est fondamental de mettre ça en place. Alors évidemment, si tous les enseignants le faisaient en même temps, ça ne serait pas pertinent, parce que si tous les élèves ont dans chaque matière des clés qui sont identiques, ça ne sert pas. Par contre, chaque enseignant a ses propres attentes. Chaque enseignant a ses codes. Quand un enseignant dit apprendre sa leçon, ça ne veut pas dire la même chose d'un enseignant à l'autre. Donc,
préciser, prendre le temps vraiment de préciser et de donner des techniques aux élèves pour le faire. Ça, ça me paraît être fondamental. Ouais. Et puis, quelque chose que tu as continué, puisque tu as développé avec d'autres, toute cette série dans ta tête.cool, donc avec des stratégies d'apprentissage. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Le projet, Apprendre, c'est dans la tête, qui est un projet européen financé par l'Union européenne, qui avait été c'est un projet que nous avons soumis avec deux autres pédagogues, l'une, pardon, c'est deux femmes, donc l'une en Belgique et l'autre au Luxembourg. Donc moi j'étais le partenaire pédagogique pour la France. Donc nous avons soumis un projet à l'Europe qui était de fournir 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage, avec aussi un complément de 10 vidéos pour illustrer certaines de ces techniques et un guide pédagogique avec toute la base un peu plus théorique et scientifique. Ce projet a été validé, donc il a été financé par l'Union européenne. Nous avons travaillé pendant 3 ans avec ces personnes-là, donc nous étions 3. Il y avait des partenaires aussi complémentaires, mais disons qu'on était vraiment 3 à travailler dessus. Et ça a abouti sur exactement ce qui avait été promis, 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage. On peut le retrouver sur le site dantatête.cool, dans ta tête en un seul mot sans accent, .cool, C-O-O-L, c'est le nom de domaine. Et là, vous trouvez toutes les fiches en accès gratuit, parce que comme c'est un projet financé par l'Union européenne, la production numérique est entièrement gratuite. Donc vous pouvez télécharger les fiches, il y a des QR codes qui vous permettent aussi d'accéder aux vidéos. Les vidéos d'ailleurs sont aussi en ligne. Vous avez des ressources pédagogiques également pour certaines fiches, pour une bonne partie des fiches, et un guide pédagogique également qui est assez conséquent et qui vous permet d'avoir des ressources bibliographiques, des explications scientifiques aussi. Donc ça, c'est un super projet. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, parce que la particularité de ce projet, c'est que nous étions 3 intervenants, 3 pédagogues de formations quand même différentes. Et comme dans tout, il y a un petit peu des guerres de chapelle comme ça. Moi, je pense que, moi, je sais que, etc. Et donc, notre objectif, c'était de mettre en commun nos outils, de mettre en commun nos approches et de voir qu'est-ce qui était le plus pertinent en termes de stratégie d'apprentissage. Donc, il y a 3 catégories. Il y a les fiches sur les ressources pour apprendre. Donc là, c'est plus justement neurosciences sur le corps, les émotions, les croyances, etc. Les habitudes mentales, enfin il y en a plusieurs. Il y a 8 fiches comme ça. Ensuite, il y a 6 fiches, je crois, 5 ou 6 fiches sur les stratégies générales, comprendre, mémoriser, faire une synthèse visuelle, réfléchir, etc. Donc je crois qu'il y en a 6. Et puis ensuite, il y a 17 fiches, il me semble, 17 fiches sur les techniques scolaires. Et donc là, on est vraiment sur les tâches scolaires. Apprendre l'orthographe des mots, donc dans sa langue maternelle, apprendre justement des mots d'une langue étrangère, apprendre une définition, apprendre une leçon de grammaire, apprendre ses tables de multiplication, préparer un exposé, enfin il y en a plein, et c'est vraiment orienté vers l'enfant, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'enfant, dans les vidéos également. Le but, c'est que les enfants puissent se les approprier. Évidemment, elles sont faites aussi pour les enseignants, mais on s'adresse plus à l'enfant dans le but vraiment de lui transmettre des techniques, et elles sont faites en recoupant d'une part la pédagogie de la parole, qui donc ici là plus mon approche que moi j'ai développée. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de la pensée visuelle, voilà, l'importance de l'image mentale, de l'image, le double codage. Il va y avoir toute la partie gestion mentale, toute la partie PNL. Donc tout ça, on a vraiment pu recouper, et on s'est rendu compte finalement il y avait vraiment des points communs et des liens entre nos approches différentes, ce qui donne un rendu qui est très apprécié des enseignants d'une part, mais aussi de tous des parents qui voilà, pour aider leurs enfants à la maison, pour apprendre un poème par exemple. Il y a une technique toute simple qui fonctionne très bien. Les personnes ici qui font de l'accompagnement individuel, les coachs scolaires, même les logopèdes, comme vous dites aussi, chez nous c'est les orthophonistes, tous ceux qui font de l'accompagnement individuel ou de la rééducation au niveau des apprentissages vont souvent apprécier cette ressource. Oui. Alors c'est quelque chose que je partage sur mon site de classe, quand on a la première dictée, première série de mots, etc. Je pense qu'on est aussi dans un temps où les enfants et les parents, mais les enfants aussi, ont envie d'apprendre à apprendre. Oui. Il faut clarifier les attentes. Nous, en Suisse, maintenant, depuis quelques années, quand on donne les objectifs d'une évaluation, on doit aussi donner les critères, ce qui permet justement de préciser nos attentes. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on va faire
pour y arriver. Bon, on sait que recopier tous ces mots de vogue 25 fois, ça ne vaut pas forcément la peine. Que juste les lire, ça ne vaut pas la peine non plus. Et donc d'avoir des outils pour pouvoir apprendre à s'organiser. Et c'est comme si, au-delà des matières scolaires, il y avait toute une série d'éléments transversaux. On parle maintenant pas mal en Suisse des compétences transversales ou de la formation générale, et de ces choses qui sont dans le programme, mais qui vont surtout soutenir l'enseignement des matières. Quelque part, les neurosciences sont là-dedans. Moi, je m'intéresse, c'est pour ça que j'ai réagi à l'enseignement explicite. Ça fait 6 mois environ que j'ai plongé dedans. Il y a un excellent bouquin qui est sorti aux éditions de Book qui résume un peu tout ça. Et puis, quand au début de notre entretien, tu parlais que les neurosciences, en fait, vont s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Là, je regardais une vidéo qui était très bien faite sur l'enseignement explicite, où en fait, plutôt que dire ce qu'on veut comme résultat papier, en fait, on va enseigner les mécanismes du cerveau et le chemin dans le cerveau de l'apprentissage ou de l'activité pour qu'on ait finalement le résultat qui traduise non pas que le résultat traduise un certain cheminement neuronal plutôt que juste un résultat papier, mais où on n'est pas sûr que tout ce qui était attendu derrière est fait. Exactement. Exactement. Et par rapport à toute cette notion de stratégie, et finalement c'est vrai, hein, c'est des compétences transversales, c'est les bases finalement, parce que c'est comme le fait de lire, savoir lire. Si je ne sais pas lire, je vais avoir énormément de difficultés dans le système scolaire parce que je dois lire des consignes, lire des textes, des énoncés, etc. Donc c'est un peu la même chose. Et moi, en pédagogie de la parole, j'aime parler des lois universelles justement de l'apprentissage. Tout à l'heure, on parlait ça va faire le lien avec les profils, on parlait des profils d'apprentissage. C'est vrai qu'il y a des préférences, il y a des fonctionnements différents entre certains individus. Oui, mais avant de s'intéresser à ces différences-là, et moi c'est vraiment là-dessus que je travaille, c'est qu'il y a des lois universelles, il y a des principes universels en termes de stratégie. Parce que, de manière très simple, tous les individus ont un cerveau qui est fait à peu près de la même manière. Que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, on va retrouver dans le cerveau de tous ces individus des choses communes, énormément de choses communes. 90%, peut-être même encore plus, va être commun entre les individus. Donc, ça veut dire que nous avons, de même que nous devons tous respirer, nous devons tous boire, manger, dormir, en termes de stratégie, en termes de construction d'un apprentissage, il y a des lois universelles. Et en pédagogie de la parole, pour moi, c'est important de rappeler ça et un petit peu de lutter contre l'idée qui est quand même très présente, selon laquelle il faut que chacun trouve sa façon d'apprendre. Et moi, je n'y crois pas, en fait, d'abord. Je ne crois pas d'abord à ça. Je crois que la mission de l'école, notamment, c'est de transmettre justement ces principes universels, ces stratégies qui fonctionnent pour tout le monde. Et ensuite, au sein de ces stratégies-là, on va avoir des différences. Par exemple, une stratégie, une clé, ce que j'appelle les 5 secrets d'apprentissage en pédagogie de la parole, le pilier des autres stratégies, le pilier de l'apprentissage, c'est la verbalisation, c'est le rôle de la parole, le fait de mettre en mots, et pas juste d'entendre, mais de s'entendre soi. Et ça, c'est une clé pour tout le monde. Tout le monde va expérimenter à un moment donné ou à un autre combien c'est puissant. En termes d'efficacité d'apprentissage, mais aussi en termes de performance de travail, le fait de verbaliser. Mais par contre, chacun va verbaliser différemment. Il y en a qui vont, pour une même tâche, il y en a certains qui vont verbaliser avec tel ou tel mot. Dans le programme Multimove, qui est le programme avec les exercices avec les balles de rebond et les sacs de sable, que j'ai développé justement sur la pédagogie de la parole, en formation, quand j'ai des adultes, c'est très souvent qu'un adulte me dise « Ah, mais là, j'y arrive pas ». Alors, il fait l'exercice. Moi, j'ai mis en place un protocole d'entrée des exercices où il dit ce qu'il fait. Et donc, je lui dis « Montre-moi ». Alors, par exemple, il lance la balle, il dit « Je lance, j'attrape et je passe ». Admettons, il fait ça, il passe la balle dans l'autre main. Eh bien, il me dit « J'arrive pas à faire ce mouvement-là ». Et je dis « Dans les mots que tu dis, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais changer ?» Et souvent, pas toujours, mais souvent, il va me dire « Ah par exemple, ce mot-là, ouais, passe, ça me parle pas trop, parce que pour moi, passer, c'est plutôt à quelqu'un d'autre, donc le mot passe, moi, voilà, okay. » Je dis « Ok, qu'est-ce que tu pourrais dire à la place ?»
eh bien, il suffit qu'il change ce mot-là, qu'il fasse le mouvement en ayant changé ce mot-là et en disant un autre mot pour que ça fonctionne. Le simple fait d'avoir changé le mot fait que tout d'un coup, il arrive à faire un mouvement qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Et je parle ici d'adultes qui ont quand même développé des stratégies, etc. Eh bien, le simple fait de modifier le mot peut aider à mieux réussir l'exercice. Donc c'est pour dire que oui, nous sommes différents. Oui, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mêmes mots parfois pour pouvoir faire quelque chose ou le dire de la même manière. Nous n'avons pas formulé de la même manière. De la même manière, il y a un autre secret qui est l'évocation. Évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'évocation pour la lecture d'histoire. L'évocation, se faire un film détaillé dans sa tête de l'information que je veux comprendre, par exemple, ou mémoriser, c'est fondamental. Mais chacun va avoir ses propres images. Et là, nous sommes différents. Nous n'allons pas évoquer de la même manière. C'est normal, nous avons une bibliothèque mentale qui est différente. Et voilà, et on peut voir d'une part qu'il y a des secrets qui sont communs à tous, et si on les transmet que les enfants apprennent à les utiliser dans le bon ordre et de la bonne manière, et que ça devient un automatisme, alors ça va faciliter leur apprentissage, et on verra qu'au sein de ces étapes, chacun va se différencier, chacun a un profil différent. Mais n'empêche qu'il y a des bases dont on ne peut pas se passer, qu'on ne peut pas éviter, parce qu'elles font partie de notre fonctionnement et notre fonctionnement universel. Merci beaucoup. En tout cas, un partage très très riche qu'on devrait peut-être renouveler un certain nombre de fois parce que je pense qu'on n'a absolument pas épuisé le sujet. Merci beaucoup de nous avoir consacré de ton temps, de ton énergie, de ton savoir. Et puis, bon, c'est le but de pouvoir aller plus loin avec ces formations en distanciel et puis en présentiel aussi. Présentiel pour la grammaire, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Mickaël, à toi. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci beaucoup de nous avoir regardés jusqu'au bout. J'espère que dans cette discussion, il y a certains éléments qui vous ont fait tilt, comme on dit, et qui vous permettront d'avoir une nouvelle compréhension de l'apprentissage, de la manière d'enseigner vos élèves ou peut-être tout simplement de vivre avec vos enfants. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qui vous a le plus parlé, ce qui vous a fait tilt. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un pouce, à partager cette vidéo sur vos réseaux et puis pourquoi pas à vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Faites ce que vous aimez, enseignez.